Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Chloé Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjointe à la démocratie locale, la redevabilité, l'évaluation, la prospective et la vie étudiante. J'oublie rien pour la ville de Lyon. Vous êtes aujourd'hui ici surtout pour présenter la première étape du budget participatif. Les Lyonnais avaient jusqu'au 17 juin pour présenter leurs idées. 1427 d'entre eux ont répondu présent. Alors c'est un outil qui est censé réconcilier les Lyonnais avec la démocratie. 1427 participants pour cette première étape. Quand on compare aux à peu près 220 000 citoyens qui ont voté à la présidentielle à Lyon, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire quand même, non? Je pense que c'est plutôt satisfaisant. Alors, c'est 1427 idées déposées, mais on a 2200 inscrits sur la plateforme, c'est-à-dire des personnes qui ont à la fois pu déposer leurs idées ou soutenir les idées qui étaient déposées. Ce qui ne signifie pas que d'autres personnes, d'autres curieux sont déjà allés voir aussi les idées déposées. Et par rapport à une ville comme Paris, donc il y a 4 fois plus d'habitants, on a juste la moitié du nombre d'idées déposées. Donc en réalité, c'est plutôt un nombre important d'idées qui ont pu être déposées. Et donc on est plutôt très confiant. On sent que ça a suscité un vrai engouement. Mais c'est quand même un projet qui était censé réconcilier les gens avec les démocraties, notamment aller chercher les abstentionnistes. Là, pour l'instant, clairement, vous ne les avez pas. Vous avez des super citoyens. Le vote n'a pas eu lieu et parmi les déposants, en fait, on ne connaît pas les profils exacts. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite enquête qui permet quand même de sonder les participants. Et on s'aperçoit que plus de 40% d'entre eux disent n'avoir jamais jusque-là participé à un dispositif de participation citoyenne. Donc c'est plutôt engageant. On va voir par la suite et de toute façon, le processus n'est pas terminé. Alors, on va en parler plus en détail, mais avant, sur le principe même, il y avait déjà les conseils de quartier, 36 conseils de quartier à Lyon. Pour le coup, vous appuyez plus du tout dessus. Il y a un appel à projet pour les conseils de quartier qui est doté, lui, de 60 000 euros. Pourtant, il y a plusieurs centaines de citoyens, sans doute plus que les 2000 qui ont participé au budget participatif. C'est un dispositif tout à fait différent. En fait, dans les conseils de quartier, les gens s'engagent pour une durée plus longue. Il y a une assiduité qui est attendue des membres des conseils de quartier. Là, on est sur le dépôt d'une idée qui va se transformer en projet, qui pourra être réalisé. Donc, ces deux dispositifs, on a maintenu l'appel à projet en faveur des initiatives des conseils de quartier, mais là, l'idée, c'est d'être dans une approche plus directe et de favoriser les initiatives citoyennes. Vous avez mis 25 millions d'euros d'un côté pour le budget participatif et 60 000 euros oui, on de a l'autre doublé pour les l'appel à conseils de projet en quartier. faveur des initiatives des conseils de quartier qui était à 30 000 euros en début de mandat, et qu'on a doublé à 60 000 euros. Donc l'idée, c'est quand même aussi de booster les initiatives des conseils de quartier. Simplement que la loi vous empêche de les supprimer, que vous le faites pas? On les fait évoluer, en fait. On est dans un travail de redynamisation de ces conseils de quartier pour faire en sorte qu'ils s'ouvrent davantage en termes de fonctionnement, en termes de composition, qu'on voit plus d'actifs, qu'on voit plus de femmes, qu'on voit plus de toutes ces personnes, en fait, qui pour le moment sont pas complètement aux abonnés absents, mais sont moins présents, les jeunes aussi. Et on voit que ça fonctionne. Il y a vraiment des conseils de quartier qui se renouvellent en profondeur, qui se transforment complètement. Par exemple, dans le 7e arrondissement, ils ont changé les modalités de fonctionnement. Il y a une assemblée citoyenne par an qui permet de déterminer les projets de l'année et qui vont être répartis après en fonction des commissions qui vont permettre aux habitantes et aux habitants du 7e arrondissement de s'engager sur un projet. Donc un peu plus à la carte, ce qui change complètement la donne. Et vous ne vouliez pas vous appuyer sur les conseils de quartier pour faire la démocratie, les budgets participatifs? On s'est appuyé aussi sur les conseils de quartier Ils peuvent venir faire la proposition. Ils ont tout à fait le droit, la possibilité de déposer des projets, en plus de l'appel à projet en faveur des initiatives des conseils de quartier. Et on s'est rendu compte qu'ils s'étaient vraiment saisis de la double opportunité. Donc pour eux, c'est plutôt une double chance, en fait, de poser des projets et de les voir se réaliser. Donc de ce côté-là, je pense qu'on est plutôt dans le plus pour les conseils de quartier. Et ils ont aussi assuré un relais d'information. Ils sont faits, pour la plupart, les ambassadeurs de ce dispositif. Ils ont permis à des habitantes et des habitants de le découvrir. Ils les ont accompagnés parfois aussi dans le dépôt de leurs projets. Donc, je pense qu'on a réussi à vraiment embarquer aussi tous les membres de ces instances de dialogue. Alors, l'autre instance de démocratie locale sont évidemment les mairies d'arrondissement. Dans la campagne, vous aviez promis de vous appuyer plus sur elles. Là, les élus d'opposition regrettent que ce budget participatif donne beaucoup de moyens à un dispositif qui ne s'appuie pas sur les mairies d'arrondissement. Ils auraient aimé pouvoir s'appuyer dessus. Pourtant, une mairie d'arrondissement, c'est plus de 200 élus qui sont présents dans les écoles, beaucoup sur le terrain, et puis qui passent leur temps à expliquer aux gens que, désolé, on ne peut rien faire, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de moyens. Alors tout ça n'est pas tout à fait juste, puisque nous avons construit le règlement du budget participatif avec l'ensemble des mairies d'arrondissement, y compris donc les mairies d'opposition, et que nous avons reconnu vraiment un rôle pivot aux mairies d'arrondissement dans le dispositif, puisque ce sont les mairies d'arrondissement qui ont organisé tous les stands, tous les ateliers qui permettaient d'accompagner les porteurs d'idées.
et de leur faciliter ce dépôt sur la plateforme OIE. On a associé aussi tous les partenaires institutionnels, les bibliothèques où les espaces numériques étaient ouverts justement pour faciliter aussi, encore une fois, l'usage de la plateforme OIE sur laquelle se retrouvent toutes les idées. Les centres sociaux ont été associés, les MJC. Donc en fait, il y a toute une dynamique à l'échelle de l'arrondissement qui s'est mise en place et dont la mairie d'arrondissement était vraiment le pivot. Donc je me porte un peu en faux, je pense que les mairies d'arrondissement ont été particulièrement impliquées et je tiens vraiment à saluer l'engagement à la fois des services, des élus des mairies d'arrondissement qui ont permis aussi ce succès-là. Alors, sur la plateforme OIE, pour revenir au budget participatif, on peut lire les 1427, je crois, idées qui ont été déposées. À ce stade, il n'y a pas de filtre. Il y a même des idées qui sont pour le moins assez choquantes. On voit des stands de tir pour migrants à côté d'écoles pour enfants. On est vraiment dans des idées qui relèvent de la provocation. Vous assumez de ne pas faire de filtre pour l'instant? En fait, on peut considérer effectivement qu'il y a quelques idées provocatrices, il y en a, c'est une tribune aussi pour certains, mais c'est vraiment très très marginal, c'est vraiment très minoritaire. Et sur les 1427 idées, ça se compte, c'est sur les doigts de la main en fait, ce type de projets qui ne sont pas des projets clairement, mais qui sont plutôt des expressions citoyennes. On a bien sûr des filtres qui sont en place et qui vont être effectifs à partir de maintenant, puisqu'on rentre dans la phase d'analyse qui va durer jusqu'au 7 novembre prochain. 7 novembre, c'est la date à partir de laquelle on pourra voter pour les projets de son choix. Et donc là, on va pouvoir filtrer effectivement les projets en fonction des critères du règlement. Donc ça, c'est l'analyse dite en recevabilité, savoir si les projets sont recevables. Et puis, il y a encore un deuxième filtre de faisabilité. Donc là, ce sont les services de la ville qui vont analyser la faisabilité technique et juridique de ces projets en dialogue avec les porteurs d'idées, les porteurs de projets, pour essayer aussi d'affiner, de passer de l'idée au projet. Et on connaîtra le nombre de projets éligibles, donc pour lesquels on pourra voter à l'automne, en fait, juste avant le début de la phase de vote. De l'expérience des autres villes qui ont déjà des budgets participatifs, on estime qu'il peut y en avoir à peu près la moitié qui passeront ces premiers filtres? À peu près la moitié, oui, on peut imaginer, puisque là, la recevabilité, on imagine qu'il y a à peu près 70% des idées qui pourront passer. Et puis après, c'est sur l'analyse des services. Il y en a quelques-uns qui, malheureusement, ne pourront pas passer cette deuxième étape parce que peut-être pas réalisable en 2 ans, compte tenu des études préalables nécessaires, voilà. Mais ce sera encore une fois minoritaire par rapport à la masse de projets qui auront pu être jugés recevables. Et donc la phase de vote, à partir de mi-novembre, c'est 700 à 800 idées. 7 novembre, début novembre, vraiment. Il faut 7 pas, novembre. il faut pas... On aura un mois pour voter, donc il est important d'avoir le mois entier. Oui. Un mois pour voter, mais donc il devrait y avoir peut-être 700, peut-être jusqu'à 1000 idées à décortiquer pour les citoyens en un mois. C'est pas franchement raisonnable. Alors évidemment, je pense que personne ne lira l'intégralité. On a fait en sorte d'avoir des entrées multiples sur la plateforme. Donc on peut regarder les projets par arrondissement, on peut les regarder par thématique. Donc on peut feuilleter effectivement ce catalogue d'idées. Et l'idée, c'est de pouvoir voter pour minimum 3 projets, maximum 10 projets. Et le fait d'avoir à voter pour 3 idées engage quand même à une lecture aussi des projets qu'on n'aurait pas forcément vus en première lecture. Vous avez affiché un ordre de présentation aléatoire, parce que là pour l'instant, quand on va sur la plateforme, c'est toujours le même. Donc celles qui sont déposées en premier sont évidemment les plus vues et ont le plus de votes. Alors effectivement, il y a plusieurs modes. Il y a le mode aléatoire, il y a le mode par arrondissement, il y a le mode par thématique. Il y a plusieurs entrées. Donc là, c'est vrai que c'est au choix de la personne qui va les parcourir. Mais vous assumez que c'est un vote finalement sur une toute petite partie des propositions. Personne ne choisira vraiment les meilleures propositions. Ce seront celles qui auront peut-être le plus fait parler d'elles. Alors, il y a effectivement un enjeu de faire campagne pour son projet quand on est porteur de projet. Donc ça, c'est une phase importante, une campagne quelque part de communication avant le vote. Mais je pense que tous les citoyens qui sont déjà allés sur la plateforme ont déjà pu repérer, puisqu'ils ont pu soutenir pendant toute cette période un certain nombre d'idées, donc les indiquer en favorite. Ils pourront les retrouver de cette manière-là, et je pense qu'ils ont déjà un peu fait leur choix. Ils auront encore d'autres idées à découvrir. Je ne suis pas très inquiète. Et là, c'est que 2000 citoyens sur... Alors, 2200 qui ont apporté leur soutien, ce qui ne signifie pas que d'autres personnes soient allées sur la plateforme. Je n'ai pas les chiffres pour vous les donner, mais le taux de fréquentation du site était quand même assez En novembre, vous espérez quand même que les 200 000 inscrits, enfin 300 000 presque inscrits sur la liste électorale viennent participer. On souhaite évidemment la participation du plus grand nombre.
Vous, quel bilan vous faites des idées qui sont proposées là pour l'instant? J'imagine que vous avez commencé à les feuilleter. Alors, vous ne pouvez pas vous prononcer sur une idée en particulier, mais quelles leçons vous tirez déjà? Eh bien, moi, je trouve qu'il y a des idées vraiment de grande qualité. Il y a vraiment un effort qui a été fait. On sent que tout le monde n'a pas la même habitude, on va dire, de dépôt de projet, mais que ça n'a pas empêché, en fait, des personnes de proposer des idées qui n'étaient pas encore complètement abouties. C'est la raison pour laquelle aussi on va proposer pendant la période qui vient parfois des regroupements aussi de projets, inciter en fait des habitantes et des habitants qui ont eu des idées pour le même espace à se réunir, à échanger, à voir s'ils peuvent construire ensemble un projet. Donc ça participe encore de la dynamique de construction collective des projets. Il y a ceux qui ont porté les projets, maintenant il va falloir qu'ils fassent campagne. Alors, il va falloir qu'ils fassent campagne. On va les aider à faire campagne. On est en train de mettre en place des outils de communication qui vont leur permettre de porter à la connaissance de toutes et tous leurs projets pour les identifier dans l'espace, pour voilà, les faire connaître avec des affiches, avec des temps d'exposition. Et tout ça sera organisé avec les mairies d'arrondissement. Dernier mot sur la rentrée. Vous avez une rentrée assez chargée sur votre délégation. Ce sont quoi les grands sujets à l'ordre du jour? Il y en aura beaucoup, peut-être que vous m'inviterez à cette occasion pour en reparler. On va parler baromètre du bien-être, on va continuer bien sûr à parler budget participatif. On est engagé aussi dans des grandes concertations presqu'île à vivre, dont on aura aussi l'occasion de reparler. L'aménagement du boulevard de la Croix-Rousse. On travaille évidemment de concert avec la métropole sur ces grandes concertations qui engagent beaucoup d'acteurs. Et je pense qu'on aura effectivement... voilà, et ainsi des éléments que Lyon 2030 sur et Lyon le projet 2030, d'une ville décarbonée. effectivement, oui. La ville de Lyon est lauréate de la mission européenne 100 villes climatiquement neutres. Et donc, c'est un vrai défi pour nous que d'arriver à mobiliser tous les acteurs du territoire pour construire un contrat climatique, un contrat climat à l'échelle de la ville. Et donc, on va y travailler. Et puis, je pense qu'on pourra revenir en présentant aussi toute une méthodologie sur la manière dont on entend s'y prendre pour conduire la ville vers la neutralité climatique d'ici à 2030. Chloé Vidal, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.